Déjà, j'ai été content de passer cet après-midi avec vous. C'était plutôt sympathique. J'ai appris pas mal de choses aussi. C'était intéressant, surtout celle avec Mister Robot. J'ai bien aimé. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bug Bounty. Alors avant, je vais me présenter rapidement. Manuel Dorn. Donc, je suis le créateur du blog Corben.info pour ceux qui connaissent, et j'ai créé il y a quelques années la société Yesoyak et la plateforme de Bug Bounty qui s'appelle Bounty Factory. Euh, À l'origine, quand un chercheur trouve une faille de sécurité et doit la remonter à quelqu'un, on va dire à l'organisation concernée, il a plusieurs possibilités. Ce qu'il peut faire, c'est passer par un CERT, c'est-à-dire remonter la vulnérabilité à une organisation qui s'appelle une Computer Emergency Response Team, qui a pour but en fait de, on va dire, centraliser un peu les choses et puis de communiquer avec les éditeurs concernés pour pouvoir ensuite corriger les choses. C'est des organisations qui existent depuis la fin des années 80 et ça existe toujours, il y en a plein. Il y a par exemple le CERT-FR qui est géré par l'ANSSI, et puis certaines grosses sociétés, par exemple comme Michelin, ont leur CERT aussi. Enfin, voilà, plein de grosses boîtes ont leur CERT. La seconde façon de remonter une vulne historique, c'est ce qui s'appelle le full disclosure. Donc le full disclosure, c'est assez simple, hein. C'est une pratique qui consiste à rendre publique une vulnérabilité au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que voilà, vous êtes un hacker, vous êtes un expert en sécu, vous trouvez une faille, vous trouvez une vulnérabilité, vous la remontez à la société qui est touchée et vous lui donnez un temps. Vous lui dites, voilà, dans 3 mois, moi je vais communiquer dessus. Donc la société a 3 mois pour corriger. Donc ça s'est démocratisé par rapport à tout ce qui était, c'est rentré en opposition avec tout ce qui était sécurité par l'obscurité, et ça a permis en fait de forcer la main à des sociétés pour justement faire en sorte qu'elles corrigent plus rapidement. Mais des fois, ça se passait pas non plus très bien parce que évidemment, tout le monde ne corrigeait pas en temps et en heure, et quand la vulnérabilité est ensuite révélée, ça peut faire quelques dégâts. Ce que font aussi les chercheurs en sécurité, c'est que certains prennent le risque de rentrer en contact directement avec l'éditeur ou avec le site ou la société impactée. Et donc là, quand je parle de risque, voilà, souvent ce qui se passe, alors des fois ça se passe très bien, merci, on va vous envoyer un petit cadeau et puis on va corriger la faille et tout. Voilà, ça se passe plutôt bien, mais c'est pas le cas tout le temps. Et souvent aussi, ce qui peut se passer, c'est que voilà, vous n'avez pas de nouvelles, vous avez remonté la faille, et puis un jour, il y a la police qui se pointe chez vous et vous ne comprenez pas forcément ce qui s'est passé. Voilà, donc il n'y a pas de protection en fait du chercheur en sécurité. Il n'est pas protégé parce qu'il est rentré en contact directement. Une autre façon de remonter des failles, c'est de participer à des concours. Comme un des premiers, c'était la Zydia Initiative. Donc voilà, c'est des logiciels qui sont mis à disposition, et puis on trouve des vulnérabilités dessus et on est récompensé à la fin du concours. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle le Pwn2Own, qui touche qui concerne en ce moment beaucoup les navigateurs comme Chrome ou Edge ou Firefox. Enfin, donc des outils tiers en fait de Google, d'Apple, et voilà. Et c'est sponsorisé aussi par ces sociétés-là. Et ça permet aux chercheurs de montrer leur talent, de participer à un concours sympa et puis de remonter des vulnérabilités. Et comme je disais, parfois, ça se passe mal. J'ai plusieurs exemples, hein, mais j'en ai gardé qu'un pour aujourd'hui. Celui de la Black Hat en 2004, où un chercheur qui s'appelle Michael Lin avait fait une démo, hein, comme on a vu là, tout à l'heure, les démos là, de Mister Robot, avec une petite démo, enfin une explication, on va dire, un truc qu'il avait trouvé, une faille qu'il avait trouvé sur les produits Cisco, sur les routeurs Cisco. Il n'a pas communiqué de code source, il n'a pas expliqué exactement comment il fallait faire, il a juste expliqué le fonctionnement et on va dire, ce qu'il avait trouvé. Il n'a pas fait de, il a pas fourni du matériel pour pouvoir exploiter la faille, il n'a pas fait d'exploit, etc. Mais il a juste présenté ses recherches. Et le lendemain, en fait, de sa conférence, il y a Cisco qui a réagi de manière assez violente et qui a envoyé carrément on va dire des Men in Black, hein, sur place pour saisir en fait tout le matériel qui avait été distribué, donc les brochures, les petits trucs comme ça, tout ce qui était DVD avec la presse, voilà, c'était des DVD à l'époque, enfin des CD, des DVD avec la presse, etc. Tout ce qui était donc support papier. Et même les blogueurs ou les journalistes qui avaient parlé de cette conférence sur leur site ont été poursuivis, certains ont été poursuivis, attaqués en justice suite à ça.
Donc ils ont pas, enfin voilà, Cisco a porté plainte. Donc ça c'est une très mauvaise façon de réagir. J'espère que Cisco ferait plus la même erreur. Voilà, mais à l'époque ça avait fait pas mal de bruit. Et en parallèle de tout ce monde de la sécurité, avec des remontées en full disclosure, avec des concours, avec des certes qui réagissent, etc. On a le monde de l'open source, que vous connaissez sûrement très bien, qui continue en fait de faire mûrir ses outils, de développer ses méthodes de travail collaboratif. Et un de ces acteurs à l'époque, en 95, c'est Netscape. Et Netscape, en fait, à l'époque, il se tirait la bourre avec Microsoft, avec Internet Explorer. Et l'objectif pour eux, bah, c'était de sortir du lot et de montrer qu'ils avaient un navigateur qui était sécurisé et qui était fiable. Et pour ça, en fait, ils ont lancé le premier bug bounty. Donc c'est le bug bounty historique, hein, qui est né en 95 sous l'initiative de Netscape. Pour Netscape Navigator 2.0, hein, c'est précis. Et voilà, ça s'est fait naturellement en fait. Leur objectif, c'était juste d'améliorer leur produit open source, tout simplement. Et voilà, ça s'est arrêté là. Ils ont récompensé des chercheurs. Et entre 1995 et 2004, il n'y a plus de bug bounty. Et en 2004, bah, c'est Firefox, en fait. C'est Mozilla qui a remis le couvert avec bah, la même expérience un peu plus tard. Donc voilà, ça a été suivi, ça a été initié par Netscape. Et puis ensuite, un peu plus tard, bah, suite à l'introduction par le monde de l'open source, c'est tous les géants, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et bien d'autres, qui s'y sont mis. Alors d'abord pour leur propre compte, parce qu'ils ont aussi des outils un peu sensibles et voilà, ils ont une infrastructure à protéger, donc ils sont mis au bug bounty, c'est-à-dire récompenser des, euh, des chercheurs pour leur travail, pour ce qu'ils remontent au niveau de leurs failles, et aussi pour, on va dire, améliorer la sécurité de certains outils open source que ces sociétés utilisaient à l'époque. Donc, bah, comme tout ce qui est bind pour la résolution DNS, pour Apache, MySQL, etc. Donc, ils ont financé en fait des bug bounty sur des produits open source parce qu'ils s'en servent et ils ont besoin de sécurité à ce niveau-là. Et progressivement, bah, ça s'est étendu au monde des entreprises. Donc là, on a un tableau de Buckroad, hein, qui est une boîte américaine qui fait du bug bounty, où en fait, on voit au tout début donc Netscape, etc., les concours Mozilla, ensuite les GAFA qui prennent le pas là-dessus, et ensuite une espèce de patchwork entre des grosses boîtes comme Yahoo, comme Tesla, comme United Airlines, et puis des startups un peu plus, voilà, comme je veux dire Pinterest ou même Dropbox à l'époque. Voilà, et ces acteurs, donc qui sont principalement américains à ce moment-là, ont adopté en fait le bug bounty pour améliorer leur sécurité. Donc ça s'est vraiment développé à, on va dire, tous les types de sociétés, y compris à des organisations qui sont un peu plus, un peu plus sensibles, un peu plus frileuses traditionnellement. Et on a donc l'armée américaine qui, je crois l'année dernière ou l'année d'avant, a lancé donc, ils ont commencé par Axe the Pentagon, ensuite ils ont enchaîné sur Axe the Army et ensuite Axe the Air Force. Voilà, donc ils sont à fond. Et alors bien sûr, il faut être super accrédité, il faut être américain, il faut montrer patte blanche, parade casier, etc. Il faut s'inscrire sur tout un tas de trucs bien compliqués. Mais ça fonctionne. Voilà. Et donc on a vu à ce niveau-là donc l'essor des plateformes. Donc à partir de ce moment-là, des plateformes ont commencé à se créer, qui fournissent en fait un outil clé en main pour les boîtes pour pouvoir lancer leur bug bounty. Et surtout, elles ont une force, c'est qu'elles ont la communauté derrière. Évidemment, en Europe, jusqu'à 2015, il n'y avait absolument rien en plateforme de bug bounty. Moi, avec mon associé Guillaume Vassoulière, en 2013, on a créé un site qui s'appelait Yesouillac, qui s'appelle toujours Yesouillac, qui est en fait un site d'emploi pour les métiers de la sécurité. Donc, si vous cherchez du boulot, vous pouvez toujours aller sur jobs.yesouillac.com. Et puis, en 2015, on a, lors de la nuit du hack, organisé un premier bug bounty pour la société Denial et puis d'autres aussi. Donc on avait déjà une expérience en fait du bug bounty avant même de lancer quoi que ce soit dans ce secteur. Voilà, donc on a aidé à organiser ce genre de choses. Et puis, bah, comme ça s'est très bien passé et qu'on a
bien aimé ça et que c'était plutôt cool. On a ensuite, j'étais trop vite, lancé une plateforme qui s'appelle Bounty Factory, donc qui a été lancée en 2015, où en fait on a donc mis, on va dire, le savoir-faire de nos associés. On a pris un positionnement européen parce qu'on voilà, on était les premiers à se lancer au niveau européen sur l'Europe. On répond donc aux lois européennes, aux contraintes européennes pour tout ce qui est blanchiment d'argent, pour tout ce qui est au niveau des lois, etc. On a une grosse communauté, la plus grosse en Europe, puisqu'on a plus de 4000 chercheurs référencés sur la plateforme. Et puis, on est une plateforme ouverte, comme le sont les plateformes américaines, c'est-à-dire qu'on est capable de faire du bug bounty privé, qui sont réservés sur invitation à des hunters, à des chercheurs en sécurité sélectionnés en fonction de leurs compétences, et public, où tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme peuvent voir le programme de bug bounty et participer au programme. Et bien sûr, le programme les bug bounty, ça concerne tout type d'application. Ça peut être votre site web, ça peut être un applicatif quelconque, ça peut être des web services, ça peut être de l'IoT, ça peut être tout ce que vous voulez, même des voitures connectées. Enfin, je mets ça dans la catégorie IoT. Donc voilà, pour résumer, et après j'enchaînerai sur des trucs un peu plus sympas. Là, bon, les chiffres sont un peu plus anciens, mais on avait, fin d'année dernière, environ une cinquantaine de programmes, donc 41 programmes en privé. Je vous ai dit 4000 chercheurs référencés, plus de 2600 bugs soumis. Et puis voilà, maintenant on est capable de faire 3 types de bug bounty, c'est-à-dire en privé. Donc, comme je vous ai dit, réservé sur invitation avec des petites quantités de hunters. En public, donc ouvert à tous. Et puis sur site, c'est-à-dire dans le cadre d'événements, exactement comme ce qui se passe par exemple pendant la nuit du hack, ou même pour des sociétés qui veulent organiser leur propre bug bounty sur site dans le cadre d'un événement, par exemple comme celui-ci, ou sur des choses plus privées et plus corpo. Voilà. Et l'année dernière, on a récompensé, alors je n'ai pas les derniers chiffres, mais on a récompensé un peu plus de 400 hunters. Voilà. Alors, la pratique du bug bounty, elle présente beaucoup d'intérêts. Je vais vous exposer d'abord les intérêts pour les sociétés et ensuite les intérêts pour les experts en sécurité. Le premier intérêt, c'est le plus évident, c'est que ça permet d'améliorer la sécurité opérationnelle de la société, de l'organisation, parce que ça offre évidemment une amélioration de la sécurité, mais ça offre surtout un cadre légal pour la remontée de vulnérabilité. On a bien sûr un retour immédiat sur ces failles, parce que ça va très vite en fait. Dès qu'on lance un programme de bug bounty, il y a immédiatement des retours, donc ça va assez vite là-dessus. Donc c'est un retour qui est assez immédiat et ça évite qu'une faille qui est découverte se balade sur le marché noir et soit revendue au plus offrant, ou alors soit oubliée dans un coin et traîne, etc. Voilà, ça permet d'avoir un peu plus de mouvement et plus de rapidité sur ces vulnérabilités. Ce qui est intéressant pour vous au niveau développement, c'est que ça s'intègre parfaitement dans les développements agiles, dans les cycles de développement agile. Parce qu'en fait, de manière traditionnelle, ce qui se passe quand on fait un test de sécurité, comme disait tout à l'heure le monsieur d'IBM en début de session, c'est que il y a un audit qui est fait une fois par an, une fois tous les 6 mois max, mais pendant ce temps-là, évidemment, il y a du développement qui est fait, il y a de l'agilité qui est mise en place, donc il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des nouvelles choses qui sont développées, donc mécaniquement, il y a des nouvelles failles qui sont introduites. C'est pas de la faute forcément des développeurs, mais voilà, c'est humain, l'erreur est humaine, et comme c'est les humains qui produisent du code jusqu'à maintenant, forcément, on a encore, ça durera peut-être pas, mais on a encore des failles de sécurité. Et le bug bounty, ça permet, comme ça se fait, on va dire dans 90% du temps sur de la prod, ça permet d'avoir un retour immédiat dès que vous postez, dès que vous mettez en ligne une nouvelle fonctionnalité, j'allais dire une nouvelle vulnérabilité, mais voilà, une nouvelle fonctionnalité. Les gens qui s'exercent sur votre périmètre, les chercheurs, vont avoir tout de suite un aperçu des vulnérabilités, vont pouvoir vous les remonter tout de suite. Vous n'aurez pas à attendre 6 mois la tête dans le sable en espérant qu'il n'y ait pas un drame qui se passe, parce que le prochain audit, il est dans 6 mois ou il est dans 1 an.
Voilà. Ce qui est intéressant aussi avec une grosse communauté de hunters, en fait, d'experts en sécurité, c'est qu'on a une diversité au niveau des approches de test. De manière traditionnelle, sur un pentest, vous avez un ou deux experts qui vont se pencher sur votre cas pendant quelques semaines, qui vont vous remonter peut-être une dizaine de vulnérabilités dans le pire des cas. Là, avec une communauté, on a donc une importante richesse d'approche, des gens qui ont des savoir-faire, on va dire, différents, qui ont des expériences différentes, une expertise, voilà, un peu variée. Et donc, forcément, c'est pas la même chose. Quand vous avez deux personnes qui vont bosser, nous en face sur tout ce qui est bug bounty, on a potentiellement, alors c'est potentiellement parce que tout le monde se penche pas sur les mêmes programmes de bug bounty, mais sur notre communauté, vous pouvez avoir potentiellement 4000 personnes qui peuvent jeter un œil à votre application. Donc forcément, ça demande beaucoup plus de retours. Et ce que je peux vous dire, c'est que chez tous nos clients, peu importe les audits et les pentests qui ont été faits avant, une fois que c'est mis en bug bounty, il y a toujours des failles, y compris très critiques, qui tombent. Donc c'est très intéressant. Et au niveau stats, le bug bounty privé, c'est très bien, mais le passage en bug bounty public, comme c'est ouvert à beaucoup plus de monde, forcément, parce que c'est public, bah, ça ramène en moyenne 4 fois plus de vulnérabilité qu'un privé. Donc c'est une étape qui est intéressant de franchir. Toujours pour la société, ça lui permet de contrôler son budget aussi. C'est-à-dire que voilà, un programme de bug bounty, ça démarre avec un wallet, une enveloppe que vous mettez à disposition de la communauté. Et en fonction des failles qui sont remontées, vous rémunérez plus ou moins les experts en sécurité. Donc bah, si vous n'avez plus d'argent dans votre wallet, vous pouvez le recréditer, remettre de l'argent, ou alors suspendre votre programme de bug bounty en attendant un prochain déblocage de budget ou ce genre de choses. Voilà. Mais vous maîtrisez vraiment le budget, vous avez le contrôle en fait sur tout ce qui est dépensé. Un autre point qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que vous êtes passé en public, alors je vais vous expliquer après pourquoi, mais c'est que vous pouvez commencer à faire un peu on va dire de la communication autour de votre programme de bug bounty. Nous, on a un autre client qui s'appelle OVH qui fait ça très bien. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils font régulièrement des conférences, des retours d'expérience sur comment ils gèrent leur bug bounty, voilà, et, sur comment se passent les échanges avec les hunters, comment eux rémunèrent tel ou tel type de faille et ce genre de choses. Cette étape-là, elle est importante, mais elle peut se faire que quand le bug bounty est public. Parce que quand il est privé, c'est très compliqué. C'est-à-dire que si vous faites la promotion, si vous faites on va dire, si vous communiquez sur un bug bounty privé, ce qui va se passer, c'est que les gens qui n'auront pas été invités dans le bug bounty privé vont commencer à remonter des failles par tous les canaux qu'ils vont trouver. Donc c'est-à-dire qu'ils vont commencer à envoyer des tweets à la société en disant ouais regarde quand je clique là j'ai une faille machin quand je fais ça. Ils vont envoyer des mails un peu partout, ils vont le mettre sur leur blog et le pire avec tout ça c'est qu'en fait ils vont commencer à négocier le tarif, c'est-à-dire qu'ils vont faire du chantage en disant ouais j'ai trouvé une vulnérabilité, j'estime qu'elle vaut 1000 euros et puis voilà enfin voilà on va rentrer dans un mauvais cycle au niveau communication. Donc c'est pas forcément une bonne idée de faire de la com sur un bug bounty privé. Enfin nous on le fait pas par rapport à nos clients. Par contre dès que c'est public, bon, bah, l'intérêt évidemment c'est de communiquer pour qu'un maximum de personnes soient au courant que le programme existe et puissent les remonter, puisque là comme le programme est ouvert, n'importe qui peut s'inscrire sur la plateforme, remonter les vulnérabilités et puis toucher la récompense. Alors, contrairement aux idées reçues, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que un bug bounty, ça s'essouffle pas vite. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire voilà, je lance mon bug bounty, je vais avoir des remontées de vulnérabilité, et au bout d'un moment, bah, il y aura plus de vulnérabilité, puisque de toute façon, voilà, les mecs auront fait le tour. Mais alors, c'est pas vraiment le cas, parce que ce qui se passe, comme je disais tout à l'heure, les cycles de développement agile font que bah, les outils bougent, les sites bougent, donc il y a forcément toujours des vulnérabilités qui sont découvertes. Alors évidemment, au début, il y a toujours l'attrait de la nouveauté, hein. C'est-à-dire que les hunters découvrent le périmètre et cherchent des failles, donc il y a une espèce de pic. Là, on a la courbe de GitHub.
Donc ça, c'est le bug bounty de GitHub. Donc on voit qu'au démarrage, il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont découvertes, qui sont ensuite patchées. Et ensuite, on a une stabilisation, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a un nombre de vulnérabilités qui tombent chaque jour ou chaque mois de manière assez constante. Alors évidemment, comme c'est un petit roulement comme ça, c'est pas très intéressant. Donc, ce qui est intéressant de faire quand on est une société, c'est de mettre un peu d'animation sur son bug bounty. Donc, c'est soit de le passer en public si on est en privé, c'est d'augmenter le montant des récompenses, c'est si on est en public, pouvoir communiquer dessus pour relancer un peu l'attrait. Voilà, pour pas que ça s'essouffle et pour qu'on puisse, voilà. Ou alors élargir le périmètre aussi, ça peut être un bon aperçu. Ensuite, pour tout ce qui est bénéfice pour les experts, ça va peut-être plus vous intéresser, c'est que si vous faites du bug bounty, vous allez en retirer plusieurs choses, vous en tant que chercheur en sécurité. Vous allez d'abord pouvoir mettre en avant vos compétences. C'est-à-dire que voilà, vous allez pouvoir mettre faire des conférences, communiquer autour de ça, en parler sur votre compte Twitter ou sur votre site. Voilà, mettre vraiment en avant ce que vous savez faire. Ça peut aussi vous permettre d'agrémenter votre CV, donc d'améliorer votre réputation auprès des sociétés, et voilà, leur dire qu'en plus de vos compétences en sécurité, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez, enfin, vous savez faire du bug bounty, et ça peut être un plus pour les sociétés. Évidemment, ce qui est le plus, on va dire, intéressant pour la plupart des gens, c'est les récompenses, c'est ce qui plaît le plus, hein, forcément. Chez nous, on a des récompenses qui vont de quelques dizaines d'euros à, enfin, je dis dizaines, quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros même pour certains clients, ou voilà, par vulnérabilité. Alors évidemment, les récompenses, elles s'échelonnent en fonction de la criticité de la faille. C'est-à-dire que si la faille n'est pas critique, voilà, vous avez une petite faille XSS, quelque chose qui ne permet pas de faire grand-chose, le gestionnaire, le manager du programme de bug bounty va vous récompenser, peut-être va vous donner peut-être 100 euros, quelque chose comme ça, va vous récompenser à hauteur voilà, de la faille. Et si elle est vraiment très critique, ça vous permet de sortir de la donnée client très sensible, etc. Évidemment, il peut augmenter le montant des récompenses. Donc ça, c'est assez gratifiant, sachant que plus on avance dans le temps, plus les failles les plus évidentes ont été, on va dire, découvertes. Donc forcément, ce qui reste, ça devient plus compliqué à trouver. Donc ça demande plus de boulot. Donc forcément, c'est mieux récompensé, parce que c'est des choses qui sont plus complexes à mettre en œuvre, qui sont souvent même plus critiques, qui demandent parfois un peu de recherche, plusieurs jours ou semaines de travail. Ça permet aussi d'avoir un... J'ai perdu le fil, c'est pas grave. Bon, bref, voilà. Et alors, du coup, sur YesWeHack, en 2017, on a fait des stats, et donc la récompense moyenne chez nous était de 320 euros par bug. Voilà, donc, et ça augmente en fait, ça augmente d'année en année, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, ces récompenses sont liées en fait au succès du programme, parce que, enfin, le montant de la récompense est lié au succès du programme, parce qu'en fait, plus la récompense est élevée, plus il y aura de chercheurs qui vont chercher forcément, parce que voilà, ils veulent des récompenses les plus élevées. Donc ça permet, on va dire, de condenser autour de certains programmes de bug bounty des espèces de micro-communautés de chercheurs qui vont se spécialiser sur, par exemple, je sais pas, sur l'interface d'admin OVH, et qui vont vraiment passer beaucoup de temps là-dessus parce qu'ils savent que les récompenses sont intéressantes. Voilà. Donc ça permet à des boîtes aussi de créer un peu leur communauté de chercheurs autour de leurs produits. Et c'est un bon facteur d'attractivité. Quelque chose qui est intéressant aussi, mais là on rentre plus dans le cadre, on va dire, de l'ego, de la reconnaissance, hein, c'est la reconnaissance par ses pairs. Donc c'est-à-dire que voilà, vous êtes chercheur en sécurité, vous êtes un hacker, vous voulez vous faire accepter de la communauté. Donc forcément, comme sur des plateformes de bug bounty en général, il y a tout un système de gamification, donc c'est-à-dire de classement. Si vous êtes dans le haut du classement, forcément, vous prenez un peu du galon au niveau de la communauté, donc c'est plutôt cool, et c'est ce que cherchent aussi les gens qui font du bug bounty. Ça permet aussi
au hunter d'exercer sa passion dans un cadre légal, donc c'est-à-dire pas commencer à faire de la recherche de failles sauvages, etc., et risquer des poursuites judiciaires, voilà, d'acquérir des nouvelles compétences, voilà, de s'améliorer, de pratiquer son art tout en restant sur quelque chose qui est, bah, voilà, qui est dans un cadre légal sans risque en fait. Et puis ça permet bien sûr bah, de se challenger soi-même et puis par rapport aux autres, parce que comme je disais, il y a le classement, et le classement est très important parce que ça permet ensuite d'être invité dans des programmes de bug bounty privés. C'est-à-dire que si, quand on est une société, voilà, on peut ouvrir son programme de bug bounty à une petite partie de la communauté, donc en privé, en disant par exemple, bah, je vais prendre les 2 meilleurs, ou les 10 meilleurs, les 100 meilleurs, les 1000 meilleurs, enfin comme vous voulez, quoi. Après, c'est vous qui... Ou alors ça peut être des gens qui vous ont... à qui vous avez déjà eu des échanges sur, je sais pas, par mail, sur les réseaux sociaux, peu importe, et puis vous les invitez parce que vous savez qu'ils sont bons, et voilà, vous pouvez les inviter dans votre programme. Donc le, tout ce process de jeu, en fait, au niveau des plateformes, ça permet justement de gagner des points, pour le chercheur de gagner des points, et donc de monter aussi dans les programmes privés et d'avoir accès à tous ces programmes. Sachant que les points, c'est pas forcément lié à ce qui est rendu. C'est-à-dire que évidemment, si vous faites une bonne recherche avec un proof of concept, etc., vous aurez des points. Vous pouvez aussi avoir des points bonus. C'est-à-dire si vous êtes, on va dire, très professionnel, que vous discutez bien avec le gestionnaire, enfin, le manager du programme de Bug Bounty, s'il y a un bon feeling, si vous l'aidez à patcher, si voilà, tout ce que, enfin voilà, tout ce qui est produit, en fait, si c'est pas juste j'ai trouvé une faille là avec 3 lignes et qu'il y a quelque chose vraiment de valeur derrière, bah, vous pouvez gagner des points bonus, des choses comme ça. Donc ça permet de monter aussi un peu dans le classement. Voilà. Par exemple, si vous tombez sur une faille qui est un duplicata, en fait, c'est-à-dire qu'une faille qui a déjà été remontée par quelqu'un d'autre, mais qui n'a pas encore été corrigée, vous gagnerez pas d'argent parce que la faille aura été déjà, la vulnérabilité, pardon, aura déjà été rémunérée au hacker précédent. Mais par contre, vous pourrez gagner un point ou deux en fonction de ce que vous avez fourni comme recherche. Mais voilà, il n'y aura pas de récompense derrière. Mais ça permet aussi, voilà, de monter dans le classement. En fait, je suis administrateur SOC chez Outscale et du coup, c'est moi qui m'occupe du bug D'accord. bounty de Bounty Factory chez Outscale. Et le petit problème que j'ai remarqué à ce niveau-là, c'est que, justement, de ce que tu viens de dire, c'est que quand il y a un duplicate, en fait, automatiquement, le hunter perd un point. Quand on lui met en duplicate, c'est un peu gênant parce qu'on lui fait perdre un Non, il point. perd pas un point en duplicate. Bah, c'est ce qu'on a constaté la dernière fois, c'est que Bah, va falloir que je vérifie. ouais, quand on le met en duplicate, en fait, il perd un point. Normalement, il gagnait un point. Ah, peut-être qu'on a mal si t'as un plus ou un moins, mais je pense Bah, qu'il je perd. vérifierai. Ouais, et c'était juste pour. D'accord, ok, merci. Bon, bah super. Donc voilà un peu pour les bénéfices, en fait, pour les avantages enfin, pour les sociétés et pour les hunters, les experts en sécu. Et il y a une autre chose qui est super importante et dont je voulais vous parler aussi ce soir, c'est vous parler de la CVD. Donc la CVD, c'est en anglais Coordinated Vulnerabilities Disclosure, donc c'est la divulgation coordonnée des vulnérabilités. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. En fait, c'est un processus un peu comme le full disclosure, si vous voulez, sauf que celui-là, il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus respectueux parce qu'il met en avant tout ce qui est coopération. C'est-à-dire qu'en fait, quand une faille est découverte, voilà, un chercheur en sécurité, par exemple, les équipes de sécurité de Google vont trouver une faille sur des routeurs Cisco. Voilà, ça peut arriver, ou alors une boîte indépendante voilà, va trouver des failles chez Cisco. Ils vont d'abord créer un rapport qu'ils vont communiquer aux fournisseurs du produit, donc à Cisco par exemple. Je prends eux comme exemple, hein, mais ça pourrait être un autre. La vulnérabilité va être qualifiée, va être voilà, bien délimitée, bien expliquée. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un plan d'assainissement qui va être mis en place. C'est-à-dire que tous les acteurs vont se mettre autour de la table et vont discuter de comment ils vont patcher, comment ils vont régler le problème, comment ils vont communiquer aussi dessus. Donc, ce qui va se passer, c'est que Cisco va mettre à jour ses routeurs, va préparer un patch. Les gros clients Cisco, je sais pas, par exemple Google ou Facebook ou je sais pas qui, vont appliquer ce patch. Et puis il y a une roadmap, voilà, qui va être mise en place comme ça progressivement. Alors évidemment, il y a un
un coordinateur qui chapeaute tout ça, parce il y a quand même beaucoup d'acteurs autour de la table, donc ça peut prendre plusieurs mois et ça peut être très compliqué parce que tout le monde répond pas forcément à la même vitesse. Mais une fois que la roadmap est mise en place, ensuite, le public est informé, comme ce qui s'est passé avec Spectre et Meltdown là, il n'y a pas longtemps au niveau de Intel. Donc on sensibilise le public, voilà, les patchs sont publiés, et évidemment ensuite tout est déployé et corrigé. Voilà, ça c'est une nouvelle façon, enfin une nouvelle, on va dire ça a quelques années, mais voilà, c'est une façon de faire qui est meilleure que tout ce qui est full disclosure ou responsible disclosure, parce que là, justement, on coopère en fait. Il y a vraiment de la coopération et c'est ça qui est important, c'est que tous les acteurs se mettent autour de la table et même si c'est un peu plus, on va dire, compliqué au niveau entente et logistique, parce que voilà, c'est des humains qui discutent, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace pour patcher au plus vite et pour éviter voilà, des drames, quoi. Euh, et alors, quelque chose, alors forcément, dans ce processus, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a donc le bug bounty, ça fait partie de tout ce qui est CVD. C'est un moyen comme un autre de pouvoir remonter des vulnérabilités. On a aussi quelque chose qui est nouveau, qui est en train de faire l'objet d'une RFC, donc on va dire de spécification officielle, qui s'appelle le security.txt, où en fait l'idée c'est de mettre à la racine, enfin pas à la racine parce que ça a changé avant, c'était à la racine, mais là ils ont changé la norme, mais de mettre dans un dossier au niveau de la racine qui s'appelle .well-none un fichier qui s'appelle security.txt, c'est juste un fichier texte dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'infos pour expliquer comment justement remonter des vulnérabilités. Parce que voilà, quelqu'un va trouver une faille sur un site, ne va pas savoir forcément à qui s'adresser. Comme je le disais au début, il va peut-être avoir peur de rentrer en contact direct parce qu'il a peur qu'on porte plainte contre lui. Et la vulnérabilité, après, elle se balade un peu dans la nature ou elle est oubliée et c'est un peu dommage. Donc là, ce qu'on encourage, nous, chez SWIAC, et puis d'autres acteurs aussi font ça très bien, c'est de mettre en place voilà, des security TXT sur vos sites pour justement informer les chercheurs en sécurité qu'il y a des points de contact, des façons de transmettre des vulnérabilités. Donc là, par exemple, sur ce genre de fichier, ce qu'on peut avoir à l'intérieur, donc c'est l'adresse email ou le numéro de téléphone de la personne en charge de la CVD pour le site. C'est évidemment tout ce qui est clé de chiffrement, c'est-à-dire que vous avez une vulnérabilité, c'est compliqué de la remonter en clair dans un mail, parce que ça peut être intercepté ou ça peut poser tout un tas de soucis. Donc évidemment, ce que fournissent les boîtes, c'est leur clé PGP pour chiffrer tout ça. Bon, il y a tout ce qui est signature, la policy aussi, donc c'est-à-dire que ça soit dans le cadre d'un programme de bug bounty ou dans un security TXT, les sociétés mettent en place des règlements, en fait, des policies, voilà, qui expliquent un peu les règles du jeu par rapport à tout ce qui est remontée de vulnérabilité à respecter. Et donc ça peut être indiqué aussi par une URL, tout simplement. Et puis après, ce que font aussi certaines boîtes, c'est qu'elles mettent leurs offres d'emploi, c'est-à-dire qu'elles mettent un petit lien en disant on recrute, contactez-nous, et puis voilà. Donc ça peut être pas mal pour recruter aussi des profils sécurité quand on en cherche. Et ce fichier, voilà, il y a un site qui s'appelle securitytxt.org. Je l'ai noté, ouais, c'est ça, securitytxt.org, qui permet de générer en fait des fichiers. Voilà, vous remplissez les champs et ça vous pond un fichier texte comme ça, tout propre, à placer dans votre répertoire well-known. Et voilà, et ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Google a le sien, donc je pense que si vous allez sur google.com .well-known /security.txt, vous pourrez voir celui de Google. Nous on en a mis un aussi. Donc ça, c'est une main tendue en fait, comme le bug bounty, comme voilà, le security TXT, voilà, c'est une main tendue de la société qui va dire si j'ai des failles, venez, n'ayez pas peur, vous pouvez me les remonter. Voilà comment me les remonter sans faire n'importe quoi, et tout se passera bien. Et voilà. Et alors évidemment, quand il y a un programme de bug bounty, c'est indiqué aussi dedans, voilà, en disant on peut vous récompenser aussi pour ce que vous avez trouvé. Voilà, tout ça, c'est un peu lié. Alors bien sûr, tout le monde, enfin je parle des sociétés, ne mettent pas en place des programmes de bug bounty
ou des security TXT. Et ce que font la plupart des boîtes, justement, c'est que la sécurité, on s'en fout, quoi. Donc, du coup, quand vous vous retrouvez avec une vulnérabilité sur un site qui a 0 point de contact, 0 security TXT, aucune page sur le site qui explique comment remonter une faille, et puis qui en plus est connu pour pas être commode, voilà, je pense notamment à certaines banques, ça peut arriver, voilà. Il y a heureusement certains pays, comme les Pays-Bas ou comme la France, qui sont les deux seuls en Europe à avoir mis en place une politique CVD, enfin avoir, dans des textes en fait, mais, voilà, respecter la politique CVD, la possibilité de remonter des vulnérabilités sans être poursuivi en justice. Donc, ce que fait l'ANSSI, par exemple, c'est de dire, voilà, ils ont inscrit dans la loi, c'est la loi pour la République numérique, j'ai le numéro si vous voulez, euh, qui en fait indique que voilà, si vous êtes un lanceur d'alerte, eh bien vous pouvez remonter des vulnérabilités. Évidemment, si vous faites preuve de bonne foi, si vous ne les avez pas exploitées, si vous allez vite, etc. Il y a tout un tas de critères. Nous, chez Eswiac, on a lancé l'année dernière une plateforme qui s'appelle Zero Disclose. Donc, c'est une plateforme non-profit qui permet justement aux gens qui veulent pas forcément passer par l'ANSSI pour des raisons qui leur sont propres et qui veulent quand même faire leur devoir de citoyen et remonter des vulnérabilités dans un cadre qui est hors périmètre, hein. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a pas de bug bounty en place, il n'y a pas enfin, il y a rien, quoi. C'est-à-dire que si vous la remontez, il peut vous arriver des bricoles. Eh bien, voilà, cette plateforme permet de le faire. C'est un truc qui est, voilà, c'est pas quelque chose qui est monétisé ou quoi que ce soit. C'est un formulaire à remplir. Vous expliquez tout ce que vous avez trouvé, vous qualifiez votre vulnérabilité. Tout est chiffré de bout en bout entre votre navigateur et le CERT, en fait, avec la clé PGP du CERT auquel la faille est remontée. Voilà, c'est pas, enfin, nous, on conserve pas les failles, hein. C'est quelque chose qui est transmis directement au CERT. Et ensuite, les CERT prennent contact avec les sociétés ou les organisations impactées pour corriger. Donc voilà, on est juste une passerelle, en fait. Voilà. Le site est accessible via Tor aussi, si ça vous intéresse. Mais ça, voilà, ça participe à tout ça, ça participe à tout cet effort de coopération, de correction, voilà, d'amélioration du web, voilà, et puis de tous ces outils qu'on utilise tout le temps. Zero Disclose, ça a été pas mal utilisé aussi pendant la campagne présidentielle. Il y avait pas mal de trucs qui sont remontés là-dessus. L'année dernière, ça a permis de remonter 106, ouais, enfin, un peu plus de 100 vulnérabilités, euh, voilà, hors cadre, en fait, tout simplement. Et voilà, donc j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vas-y, pas de moins un. Non, juste pour l'info Ouais. sur ce truc-là, c'est pas le, je me suis trompé, c'est pas le duplicate, mais c'est quand on demande plus d'informations, le need for more information, il perd un point. Ah bah, ouais. Alors ça, c'est peut-être normal. Alors, c'est l'organisation qui a été mise en place, ça je pense, mais je trouve que c'est un peu cruel pour le hunter de perdre un point juste parce qu'on lui demande un peu plus. Ça se trouve, des fois, c'est nous qu'on n'a pas compris ce qu'il Ouais, raconte, d'accord. Bah écoute, je mais remonterai c'est juste le. pour ça. Ouais, ok. Ouais, bah oui. Bonjour. Bonjour. Pour une toute petite société type PME, pour pouvoir faire des bug bounty, faut avoir un budget à peu près quelle ampleur sur un. Ah bah, tu mets l'enveloppe que tu veux, donc après, ça dépend de ce que tu veux consacrer à ta sécurité. Voilà, on a des clients qui mettent, je sais pas, une centaine de milliers d'euros, et puis d'autres qui mettent 5000 euros. Ça dépend en fait de l'enveloppe que tu veux consacrer à ça. Mais concrètement, en fait, comme c'est payé enfin, comme c'est récompensé à la vulnérabilité découverte, t'en as pour ton argent. C'est-à-dire que tu vas pas payer pour du temps passé comme ça. Voilà. C'est vraiment, tu sais que ce que tu vas récompenser, c'est vraiment une faille que tu vas devoir les corriger en face. Voilà. Vas-y, jette. Une toute petite question, est-ce que, la complexité d'exploitation d'une vulne qui a été trouvée joue du coup sur la criticité de la vulne en question? Alors, pas forcément, mais bah, ça dépend ce que tu as derrière. Mais bon, en général, on va dire le temps que passe le chercheur pour monter une telle attaque, c'est pas juste Ça peut peut-être pour lui en faire perdre en criticité du coup pour le
Non, mais c'est-à-dire qu'en général, enfin, les chercheurs en sécurité cherchent quand même des choses un peu croustillantes, donc ils vont pas passer des années à monter une Ouais. attaque de fou pour juste rien faire sur le site, quoi. Donc en général, c'est lié, quoi. Enfin, c'est lié, mais parce que la personne derrière est intelligente, travaille et cherche vraiment quelque chose qui est complexe pour justement accéder, je sais pas, à des données clients, à des données, voilà. Parce que ça fait et c'est un tout petit peu vu que c'est basé sur les CSS V3 Oui. et que l'attaque complexity est pris en compte dans le CSS V3. Donc après, je pense que c'est plus à l'administrateur, au gestionnaire du bug bounty de se dire bon, l'attaque est compliquée, mais il a quand même, il s'est quand même pris la tête pour la mettre en place et je peux Oui, on a le des. reward un peu plus. Bah, Plus, il y a le reward, hein, mais certains veulent pas rewarder plus, ça dépend de la société. Mais après, on a des points de style, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, si l'attaque est belle, si c'est bien fait, si voilà, c'est trop la classe, on peut lui donner des points en plus qui vont lui permettre de monter dans le classement. Donc ça, c'est une façon aussi de récompenser le hunter sans engager plus de frais sur des choses qui sont pas forcément critiques. Qui définit le prix de la faille, par exemple? Alors bah, en général, c'est à la discrétion de la société, Ouais. mais bon, on va dire, il y a des grilles informelles. Enfin, nous, on les aide à mettre en place ça, quoi. S'il y a un hacker qui exploite une faille humaine, comment ça se passe? Quand tu veux dire exploit, c'est-à-dire il exploite, il sort des données, et après, Par exemple, je sais pas, avec du social engineering, il ça, arrive je sais pas, à rentrer complètement dans le système. non, ça rentre pas dans le cadre, le social engineering. En Ok. fait, les vulnérabilités elles sont applicatives en fait pour la plupart, ou des problèmes de configuration sur des serveurs, des choses comme ça. Tout ce qui est attaque DDoS, social engineering, tout ça c'est hors périmètre, et si tu le fais, même si tu es inscrit, tu Ouais. t'exposes en fait. Ok. Parce que tu respectes. En fait, ce qui fait foi avec le bug bounty, c'est le programme en fait de bug bounty, donc le périmètre à respecter, c'est-à-dire les URL. Ou voilà les web services, etc. Et puis bah, tout ce qui est écrit dedans, donc ça vous avez le droit de le faire, ça vous n'avez pas le droit de le faire. Tel type de faille ne m'intéresse pas, donc de toute façon, même si vous m'en remontez plein, il se passera rien. Et puis moi, je cherche plus tel type de choses, quoi. Mais D'accord. c'est la société, c'est le gestionnaire de bug bounty qui va écrire ça, en fait. C'est juste du texte, hein, c'est écrit noir sur blanc, mais il faut se référer à ça comme ouais, La ligne de conduite. voilà, c'est ça, c'est la ligne de conduite, et c'est ce qui permet justement d'avoir cet espace de liberté et cet espace légal, en fait, parce que tout est signé. Enfin, c'est des contrats en fait qui sont signés de manière électronique, donc ça permet d'être serein en fait après. Ceux qui travaillent pour vous, est-ce qu'ils subissent quand même une enquête de sécurité Vous êtes de C'est-à-dire la- qu'en gros, leur renommée, est-ce que vous épluchez un peu leur CV, les références, tout ça? Et est-ce que les services de l'État sont venus vous voir pour vous assurer que ceux qui travaillaient pour vous, c'était des gentils, quoi? Vous êtes fonctionnaire de police? Ah non, pas du tout. Sinon, je serais pas là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est donc une communauté, ça marche au mérite. C'est pas n'importe qui peut trouver des failles complexes aussi comme ça. Donc, on a tout ce système de points qui fait en fait le classement, l'écrémage. La partie privée permet justement d'avoir des bug bounty qui se lancent progressivement. C'est-à-dire qu'on invite d'abord le haut du classement. Donc, les gens qui sont dans le haut du classement, déjà, nous, on les connaît bien. Et puis en plus, c'est des gens qui, comme ils sont, on va dire, dans le haut du classement, par essence, bah, voilà, ils produisent des rapports de qualité, ils sont sérieux, c'est des chercheurs qui sont reconnus, qui, bah, comme je disais, mettent en avant leurs compétences, communiquent autour de ça, font des conférences aussi pour certains. Donc là-dessus, voilà, ça permet de monter progressivement. Tous nos clients passent par une phase de bug bounty privé, de toute façon, donc plus ou moins rapide, hein, mais voilà, et ensuite débouche sur du public. Mais quand on arrive sur du bug bounty public, évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Donc le petit Kevin, hacker, machin, je sais pas quoi, comme vous semblez me le décrire, peut participer. Voilà, s'il trouve une faille, mais à la limite, tant mieux. Enfin, je veux dire, et s'il trouve quelque chose, il va le remonter, il va toucher sa récompense. Et puis voilà, tout va bien se passer. Et puis il va monter dans le classement. Mais
enfin, là, il n'y a pas de risque en fait à ce niveau-là, parce que de toute façon, c'est le but du jeu. C'est-à-dire que les hunters jouent le jeu, les sociétés jouent le jeu et récompensent. Le périmètre fait foi, donc s'il y a un débordement hors périmètre, ben, ça rentre plus dans le cadre. C'est comme s'il l'avait fait hors plateforme. En fait, c'est comme s'il n'était pas passé par nous et que c'était, voilà, il sort du contrat. Là-dessus, il n'y a pas de, enfin voilà, ça se discute, hein, mais voilà, c'est une façon de voir, de voir la sécurité de manière un peu différente. C'est vrai que souvent, la première question qu'on me pose, c'est voilà, je crée mon bug bounty, c'est-à-dire que je vais m'exposer. Mais en fait, ce que je dis souvent, c'est pendant qu'on discute, vous êtes déjà exposé là. Il y a déjà des gens qui cherchent des failles en fait. C'est juste que vous n'êtes pas au courant. Alors qu'une fois que les choses sont mises carte sur table, bah, déjà les meilleurs sont passés avant. Donc on va dire les choses les plus évidentes, les plus rapides à trouver ou même les plus dangereuses sont corrigées ou en voie d'être corrigées. Et puis en plus, ensuite, ensuite, on arrive sur des choses un peu plus techniques, un peu plus complexes. Donc les petits joueurs vont pas pouvoir trouver des choses. Voilà, vont pas pouvoir. Donc non, on vérifie pas. Voilà, Puis c'est très compliqué avec une communauté comme ça, qui est très sensible sur ce genre de choses, de commencer à vérifier. Et ça a aucun intérêt en fait là-dessus. Alors après, pour tout ce qui est argent, blanchiment d'argent et compagnie, évidemment, on se repose sur des partenaires comme MangoPay, qui est la plateforme de paiement tout simplement, qui répond aux mêmes lois que les banques en fait. Donc il y a des pays où les gens, enfin certains pays peuvent pas s'inscrire sur notre plateforme. Par exemple, si vous êtes afghan, vous pouvez pas participer. Mais c'est pas parce que nous on peut pas entre guillemets, hein, c'est juste parce que le prestataire de paiement refuse ça, comme n'importe quelle banque refuserait des gens d'Afghanistan de se créer un compte en banque chez eux, quoi. Donc évidemment, voilà, ces gens-là ne peuvent pas s'inscrire. Donc on a voilà, un filtrage à ce niveau-là, mais c'est plus pour des questions de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Parce que si demain on a des mecs de, je sais pas, de Daesh qui vont faire du bug bounty pour pouvoir financer le terrorisme, voilà, en mode Lafarge, on va éviter quoi. Enfin, c'est pas voilà, c'est pas notre truc quoi. Vas-y. Ouais. Oui. Ouais, c'était juste pour dire, c'est vrai qu'on est finalement très en retard en France et dans la compréhension de tout ça. Et là aujourd'hui, Buckroad vient de lever 26 millions de dollars. Ça leur fait 50 000 au total, enfin 50 millions, pardon, au total, donc c'est pas mal. Et nous, ben, en Europe, globalement, on n'a pas du tout cette possibilité d'avoir de tels supports. Et oui. C'est un peu dommage, mais voilà. Enfin voilà, c'est pour ça, c'est très développé aux États-Unis. On se pose même plus la question de faire du bug bounty ou pas, en gros. Et En fait, c'est dans et la culture américaine de faire ça depuis longtemps. Et nous, en Europe, on arrive un peu après, mais parce que le marché est pas mûr, les sociétés sont pas commencent un peu à s'y mettre, parce que c'est un outil de plus en fait dans la sécu, hein. C'est-à-dire que vous avez des pentests, vous avez des outils automatisés de scan, vous avez des audits, vous avez plein d'outils. Et bah, le bug bounty, il faut le voir comme un outil de plus à mettre dans votre arsenal. Et oui, comme tu disais, pour l'instant, bah, c'est que le début, mais voilà, ça a vocation. Nous, notre communauté, elle est composée, si je dis pas de bêtises, entre 60, je me souviens plus des chiffres, mais 60 ou 70% d'Européens. Donc on a une grosse part d'Européens, mais après elle est mondiale. C'est-à-dire que voilà, on a des Russes qui sont inscrits, on a des Américains, enfin un peu tout le monde. Donc voilà. Après, notre positionnement européen fait que on intéresse évidemment plus les grosses sociétés européennes, parce que jusqu'à présent, pour certaines, elles avaient du mal à aller stocker leur vulnérabilité dans du cloud américain, par exemple. Donc voilà, ça décoince aussi pas mal les boîtes. Voilà. Merci.